8h12, le rendez-vous de la présidentielle. Sonia Mabrouk, vous recevez le maire Rassemblement National de Perpignan. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Louis Alliot. Bonjour. Que doit absolument éviter Marine Le Pen ce soir lors du débat face à Emmanuel Macron ? Moi, je pense qu'elle doit surtout parler de son bilan et d'incarner la fonction et de montrer ou démontrer aux Français quelle sera la France demain gouvernée par Marine Le Pen. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle doit éviter à l'inverse, oui. Tout ce qui parasitera ce message-là. Voilà. Il faut aussi donner de l'espoir aux Français. C'est pas systématiquement la critique pour la critique, parce que ça, en France, on a été quand même très fort. Mais c'est aussi se projeter sur l'avenir. Dans les différents sondages, Louis Alliot, Emmanuel Macron prend le large. Un sondage est une photographie à l'instant T, rappelons-le. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre campagne de second tour ? Écoutez, ce qui va pas, c'est les 6 quotidiens hier qui faisaient leur une contre nous, cette espèce de matraquage permanent, médiatique, ce pilonnage incessant des uns, des autres, des sportifs, des cultureux. Enfin, je veux dire, c'est comme s'il y avait un péril totalitaire en France, alors que le seul péril totalitaire que je vois moi en France, c'est précisément ceux qui tiennent le système. Parce que je rappelle que nous n'avons aucune région, nous n'avons aucun département, nous ne sommes pas au pouvoir, et que ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence de la politique menée par les autres. Donc, si vous voulez, moi, je m'interroge quand même sur tous ces gens qui viennent nous dire attention, il y a péril avec Marine Le Pen, alors qu'ils nous ont mis, eux, en faillite et qu'ils ne font aucune critique, en quelque sorte, autocritique. Moi, je trouve ça assez incroyable. Alors, il faut aussi, il y a les sondages, mais ça prend plus quand même. Vous savez, moi, à Perpignan... vous êtes contradictoire. Là, vous venez de me dire, oui, regardez tout ce qui se passe au Front républicain, et maintenant, ça ne prend plus. Ça prend à la marge, on le voit bien. Mais le débat, il peut rétablir les choses. Moi, je l'ai vu. Alors, c'est comparaison n'est pas raison. Mais à Perpignan, tout le monde était contre moi, la gauche avec la droite et la culture, etc. Et puis, j'ai fini par gagner parce que quand le peuple veut quelque chose, il l'obtient par le bulletin de vote. Et moi, j'attends beaucoup de ce débat qui permettra une clarification et j'espère bien de faire basculer des millions d'électeurs qui, là, au moment où on se parle, ne savent toujours pas pour qui ils vont voter. Alors c'est intéressant, la clarification doit-elle aussi venir de la part de Marine Le Pen ? L'interdiction du voile n'est plus une priorité, car vous savez que c'est infaisable. Le démantèlement des éoliennes, vous vous êtes rendu compte que c'est un coût faramineux. Est-ce que ces renoncements vous ont plombé également ? Pas du tout. Alors les éoliennes, c'est l'exemple type du sujet. Il faut être pragmatique. Une éolienne, c'est un contrat qui est passé avec des mairies. Au lendemain d'une élection, le président de la République n'a aucun pouvoir pour aller les démonter du jour au lendemain. C'est d'abord, on a dit, démontage progressif. Ça veut dire quoi ? Ne plus les subventionner, démanteler celles qui sont en fin de vie, avec un problème d'ailleurs de retraitement, et puis s'intéresser aux autres énergies renouvelables ou aux autres énergies tout court. Donc ça, c'est vraiment le faux sujet qui anime l'actualité, mais qui n'est pas un sujet de fond. Alors, une question précise. Êtes-vous capable ce matin, et là j'en viens au sujet du voile, Monsieur Alliot, de dire clairement, si Marine Le Pen est élue dimanche, est-ce que le voile sera interdit dans l'espace public au début de son quinquennat, au milieu, à la fin, jamais ? Je pense qu'il le sera. Alors, vous donnez une date, je ne sais pas, mais c'est le Parlement qui s'en saisira. Un horizon, au moins. J'espère qu'au cours du mandat, il y aura une clarification très nette sur ce sujet, mais ça mérite un débat parlementaire. Parce que, là encore, si vous voulez, on a été mis en accusation entre ces deux tours, cette histoire de voile. C'est une question. Oui, c'est une question, mais partout dans le monde, les femmes se battent pour l'enlever. Et nous, ici, on a l'impression qu'il y a un système qui se bat contre nous pour nous mettre en accusation et nous dire « vous voulez porter atteinte aux libertés ». On vous demande si c'est faisable. Non, on sait très bien que c'est un instrument de la visibilité politico-religieuse de certains groupes islamistes présents en France, souvent soutenus par l'étranger, et que cette question mérite analyse, débat, et c'est au Parlement de s'en saisir, et c'est aux députés et aux sénateurs soit d'amender, soit de proposer un système, soit de refuser, qui permettent la clarification sur ce sujet, mais on n'empêchera pas l'interdiction, notamment dans les services publics, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est toujours pas d'actualité et qui mériterait de l'être. Et sur le plan européen, Louis Alliot, qu'est-ce que vous avez contre l'Allemagne ? On n'a rien contre l'Allemagne. Décidément, quand on vous lit, on vous entend, il y a quand même quelques griefs, semble-t-il. Oui, mais
L'Allemagne, aujourd'hui, elle est un pays, d'abord, qui nous a liés avec la Russie, parce que tout le monde parle de nous, mais il faudrait bien parler des 70% de l'énergie allemande qui dépend du gaz russe. Donc les Allemands font la leçon à l'Europe entière, mais ne sont pas très clairs de leur côté. Ensuite, les Allemands ne jouent pas la carte de l'industrie européenne, notamment en matière de défense. Quand il s'agit, aujourd'hui on parle de réarmement de l'Europe, et notamment de la défense européenne. Enfin, les premiers achats qu'ils font, ce sont des avions américains et ce sont de l'armement américain. On ne peut pas dire qu'ils jouent la carte de la préférence communautaire en matière de réarmement européen. Mais ils jouent la carte économique, par exemple, oui, le plan d'accord. européen. Ils jouent surtout leur carte économique à eux, qui quelquefois, bien souvent, bien trop souvent à mon goût, et se fait au détriment de la France. Ça a été vrai pour Airbus, ça a été vrai pour les moteurs d'Ariane, et c'est maintenant vrai pour l'industrie de la défense. Avez-vous entendu hier le ministre de l'économie et soutien d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, juste à votre place, qui disait que vous allez en fait revenir et détricoter une histoire franco-allemande qui vient de loin? Mais pas du tout, parce que de toute façon, le couple franco-allemand est là. Voilà, il faudra discuter évidemment avec les Allemands, mais ça paraît évident. C'est la première fois que je vous entends dire le couple. Ben oui, non, mais je vais pas dire c'est l'ADN de l'Europe, mais ça l'a été depuis très longtemps déjà. Et ça ne changera pas avec vous. Il y a aucune raison que ça change, mais on défendra mieux nos intérêts face aux Allemands qui défendent pas toujours les intérêts européens en la matière. Et comment sera-t-on, lui, Alliot, appréhendé? Est-ce que vous imaginez la France comme un pays ou un régime illibéral de type Hongrie? Ce matin, dans le Figaro, vous me faites des grands yeux, mais Emmanuel Macron, par exemple, dit que vous voulez aller vers ces démocraties illibérales, et je sais que vous ne les critiquez pas. Mais pourquoi vous les critiquez? Ils font partie des Européens et des pays européens. On n'a pas du tout la même conception, on n'a pas la même culture, ils ont leur propre vision. Nous, on a notre vision des institutions, qui est une vision qui défend la souveraineté nationale. C'est pour ça que nous sommes pour le référendum, mais nous sommes aussi pour le pluralisme politique, parce que tout le monde parle de la Hongrie, mais nous, on a quand même la première formation politique, ou enfin la deuxième, la candidate, qui, au Parlement français, n'a que 6 députés. C'est la proportionnelle, c'est remettre dans de la démocratie locale par le référendum d'initiative citoyenne. Enfin, je veux dire, nous, on a tout un volet de défense des libertés démocratiques et de la souveraineté nationale. Je regrette que n'ont pas les autres partis politiques qui ont passé leur temps pendant le quinquennat de M. Macron à empêcher le référendum et notamment le retour de la proportionnelle, ce qui est, dans la situation de la France aujourd'hui, avec les divisions, les fractures, les affrontements qu'il y a eu dans la rue, qui est suicidaire. Parce que si demain on ne met pas un peu d'oxygène dans notre Parlement, eh bien tout le monde sortira dans la rue pour régler ses problèmes, et je ne pense pas que ce soit un avenir admissible pour tout le monde. Si je vous parlais de régime illibéral, lui, Alliot, c'est pour vous poser la question par rapport à ce que vous proposez, autrement dit de réduire par exemple la moitié de la contribution de la France à l'Union européenne. Pas la moitié. Combien ? On est contributeur net, ça veut dire qu'on perd 9 milliards dans notre contribution, on veut en récupérer 5. On en laisse 4 quand même, mais il faudrait s'intéresser... Nous sommes quand même à peu près... Oui, d'accord, mais il faudrait s'intéresser vous avez raison de le préciser. À quoi servent ces 9 milliards? On va en parler. Voilà, à quoi servent ces 9 milliards? À part, excusez-moi du terme, engraisser une technocratie européenne... Vous n'avez pas dit ça quand vous avez eu un plan de relance, c'est qu'on a eu quelques milliards. Mais c'est pas vrai, puisque la France a donné plus qu'elle n'a reçu. Ce n'est pas vrai, ça, voilà. On essaye de nous mentir sur les chiffres avec l'Europe. La France donne plus que ce qu'elle perçoit de l'Union européenne. Point à la ligne. Vous voulez en tout cas réduire de presque de moitié la contribution de la France. Vous voulez renégocier tous les traités européens. Vous voulez que le droit national, finalement, prime sur les règles européennes. Est-ce que vous pouvez nous citer ce matin clairement les pays avec lesquels vous allez entreprendre tout cela ? Écoutez, si la France va à Bruxelles et dit, écoutez, aujourd'hui, nous, on ne fonctionne plus dans cette Europe qui nous impose des choses que nous ne voulons pas, évidemment, en tant que deuxième pays de l'Union, tous les pays se mettront autour de la table et viendront discuter. La pensée magique. Il suffit que ce soit la France qui le dise pour que ce soit fait. Écoutez, quand le général de Gaulle a fait la politique de la chaise vide, tout le monde s'était moqué de lui au début, après plus personne ne rigolait. Et bien là, c'est exactement pareil. Quand vous avez un pays comme la France qui dit, voilà, maintenant il faut réorienter, parce que notre peuple n'en veut pas, et il n'en veut pas depuis 2005, pas depuis, c'est depuis 2005, très critique par rapport à l'Europe, eh bien, j'estime, moi, qu'effectivement, il faut remettre la discussion sur
la table. J'ajoute, ça c'est le juriste qui vous parle, j'ai fait ma thèse de droit public avec Jean Foyer, qui était membre de mon jury, qui était très anti-Maastricht, très anti-européen, qu'il avait dit évidemment que le droit français doit primer sur le droit communautaire, parce que sinon il n'y a plus ni souveraineté, ni démocratie. Mais vous êtes un homme prévoyant, je suppose. Si votre renégociation échoue, quel est le plan B ? Mais ça peut pas échouer. Il y aura des compromis à faire. Il y aura des aménagements. Mais oui, mais c'est ça. On n'est pas non plus. Mais avec qui vous avancez groupé ? Quel est le bloc qui va mener cela ? Parce que c'est quand même un des éléments essentiels. Mais l'Allemagne y viendra. L'Allemagne va proposer de renégocier les traités européens. Mais elle-même aujourd'hui, les traités ne sont plus respectés, même financièrement. Donc, on parle d'une Europe qui est figée dans des textes, mais qui, dans la pratique, en fait, n'existe plus. Donc, on va tout remettre au clair et on va dire ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, les compromis qu'on peut faire, ce qu'on ne fait pas. Voilà, il faut remettre un peu de pragmatisme au sein de l'Union européenne et pas une commission toute puissante qui vienne dire à la France ce qu'elle doit faire ou pas. Oui, mais ce matin, vous dites compromis, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une autre voie si on vous dit non, dire non, écoutez, la voie, c'est l'alliance des nations européennes. Lesquelles ? Voilà, c'est une union des nations, mais de toutes celles qui sont aujourd'hui. Qui vous pensez ? Mais ne croyez pas qu'il y ait une unité de nations qui continue à vouloir cette Europe. Il n'est que voir, le deuxième groupe de parlementaires européens au Parlement est eurosceptique. C'est vous dire si quand même il y a une masse critique au sein de l'Union européenne qui ne veut pas de ce système-là. Et elle ira à s'accentuant dans les années qui viennent. En tous les cas, entre vous, l'Union européenne, c'est un peu l'amour vache, parce qu'il y a déjà une enquête sur le Rassemblement national, détournement de fonds public européen. Marine Le Pen a dénoncé un coup fourré cette union. Alors, vous êtes accusé par l'Office européen antifraude, l'OLAF, d'avoir détourné 600 000 euros d'argent public. Vous êtes visé, vous, également... Pour 2500 euros. Il est vrai. Bon, d'accord. Oui, d'accord. Excusez-moi. Un soupçon de détournement est un soupçon de détournement. Maintenant, il y a évidemment la présomption d'innocence. Encore faut-il pouvoir se défendre. Encore faut-il pouvoir imposer... Pourquoi vous ne le pouvez pas ? Non. Pourquoi ? Parce que on n'a pas accès à l'enquête, on n'a pas accès au rapport, mépris des droits de la défense, divulgation des secrets de l'instruction. On a même fait une perquisition dans le bureau de Marine Le Pen, députée européenne, sans même que personne n'en soit informé. Il y a une plainte à Bruxelles qui est instruite par un juge d'instruction. Bref, on voit bien que Bruxelles donne des leçons à la planète entière, mais elle ferait bien de regarder ses procédures à elle. Parce sur le fond, comment vous vous défendez ? Eh bien, en apportant des preuves, moi, en ce qui me concerne... vous en avez ? Heureusement, quand même. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fourni les photos de ce qu'on me reproche, la conférence de presse, les articles de journaux. Et pourtant, je ne savais même pas que l'OLAF, là, cet organisme européen, avait transmis au parquet. Donc j'espère que je pourrai évidemment me défendre auprès de la justice française. Mais j'en suis pas sûr. C'est l'affaire Mélenchon, c'est l'affaire Bayrou. Tous les partis politiques aujourd'hui sont concernés par ces affaires-là. Et la première chose qu'ils vous diront, c'est qu'ils ne savent pas où ça en est, parce que ça traîne. Et comme par hasard, poum, ça sort entre deux tours de l'élection présidentielle. C'est quand même se moquer des gens, il faut le dire. Alors, j'en viens sur le fond, l'international. L'Ukraine lui a lieu tout au long de la campagne du premier tour. Vous aviez, il faut le reconnaître, un paratonnerre en la personne d'Éric Zemmour. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous prenez donc la foudre. Après avoir notamment, je voudrais y revenir, réaffirmé l'objectif d'une alliance stratégique avec la Russie. Il faut dire que ce moment lui a lieu où Marine Le Pen, dans une conférence de presse en pleine guerre, le dit, a sidéré beaucoup à la fois de politiques et de commentateurs. Comment se fait-il qu'elle puisse le dire en pleine guerre ? Il y a 2 jours, en pleine guerre, Monsieur Macron a dit « Il ne faut pas insulter l'avenir. Demain, la Russie sera toujours là et il faudra discuter avec la Russie. » Monsieur Macron est au pouvoir. Oui, mais c'est exactement ce qu'a dit Marine Le Pen pendant sa conférence de presse. On va découvrir d'autres bouts de chat, des Mariupol dans toute l'Ukraine. Et on peut entendre aujourd'hui une candidate qui dit... Une alliance, là, maintenant ? Mais c'est pas une alliance, c'est une discussion, c'est un dialogue. Il va bien falloir faire de la diplomatie. La diplomatie, c'est parler avec des gens qui ne pensent pas comme vous. Et même avec des régimes qui sont aux antipodes de ce que vous pensez. On parle à la Chine, on parle au Qatar, on parle à l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, vous avez une guerre abominable au Yémen qui est menée par l'Arabie Saoudite avec de l'armement français. Personne n'en parle. Donc vous défendez cette alliance stratégique aujourd'hui encore ? Non, je défends
les discussions. Mais il est évident, pour vous dire, que demain, on ne pourra pas recevoir en France, à Brégançon, en vacances, M. Poutine comme M. Macron l'a fait il y a encore quelques années. Ni on ne pourra pas faire comme M. Le Drian, quand il est allé voir M. Lavrov à Moscou, et qu'il a dit qu'il faut détendre les relations avec la Russie. Ça, effectivement, on ne pourra plus le faire. Bon, on a déjà un aperçu de ce qui va se passer ce soir dans le débat avec vos réponses. Lui, Alliot, le débat portera aussi sur 2 projets de société sur les retraites. Hier, à ce micro, Bruno Le Maire a détaillé la réforme du candidat Macron que vous dénoncez. Alors, on va parler de la vôtre. Oui, d'accord, mais c'est lui qui est au pouvoir. C'est son candidat qui a parlé de 65 ans et c'est son ministre qui a dit 65 ans et 40 annuités. Tout ça est infaisable, c'est le flou le plus absolu. Et pourtant, j'ai trouvé que on ne posait pas trop de questions à tous les ministres qui étaient sur le plateau sur cette question. Bon, donc s'il apportait une réponse, je lirai ça avec attention. Est-ce que vous allez m'apporter la réponse à cette question? Simple, hein. Pour tous ceux qui ont commencé à travailler tôt, vous dites droit à la retraite à partir de 60 ans. Et 40 annuités. Nous sommes d'accord que si on débute à 25 ans, il faut 42 ans de cotisation, ce qui amène à 67 ans. Oui. Et vous êtes au courant que vous ne dites pas la même chose que le reste du Rassemblement national? Bah écoutez, c'est exactement le tableau qu'on a fourni, qui est dans notre chiffrage, mais c'est cohérent. Si vous commencez à 17 ans, c'est souvent des métiers avec une pénibilité avérée, et donc effectivement, c'est pas normal qu'un maçon prenne sa retraite à 60 ans après avoir cotisé 40. Si vous avez un travail intellectuel, que vous commencez à 25 ans, eh bien, on estime qu'on peut faire... 67 ans, oui, voilà, c'est un exemple. On peut faire aller au-delà et cotiser 42 ans. Sinon, non, mais l'âge légal reste 62 ans. Vous pouvez partir à 62 ans, c'est l'âge légal de départ, mais vous partez avec la décote de ce que vous n'avez pas cotisé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Eh ben, on va continuer et des retraites, pas de retraite en dessous de 1000 euros. Louis, on va continuer évidemment sur ce sujet et d'autres avec Pierre de Villeneuve et Mathieu Boccoté dans quelques instants. Louis Alliot, invité jusqu'à 9h pour les rendez-vous de la présidentielle. À tout de suite. Avec le maire Rassemblement National de Perpignan, suite de ce rendez-vous de la présidentielle avec Louis Alliot, avec Sonia Mabrouk et Mathieu Boccoté. Bonjour. Bonjour. Alors, petite question à propos du rassemblement à venir si Marine Le Pen remporte la présidentielle. Vous dites, je veux un gouvernement, elle dit, je veux un gouvernement d'union nationale, rassembler les différentes tendances. J'essaie de comprendre néanmoins, elle annonce dès maintenant qu'elle ne voudra pas intégrer à son gouvernement, par exemple, Marion Maréchal et Éric Zemmour, qui la soutiennent au deuxième tour, mais s'acharne à vouloir y intégrer Arnaud Montebourg, qui annonce qu'il ne veut pas d'elle. Comment comprendre ce type de rassemblement où vous refusez ceux qui vous soutiennent et vous faites la cour à ceux qui vous refusent? C'est pas tout à fait ça. C'est plutôt ça quand même. Non, mais Éric Zemmour a dit qu'il ne demandait rien. Et je pense pas qu'il ait comme ambition de devenir ministre d'un gouvernement et d'un président Marine Le Pen, d'une présidente Marine Le Pen. Donc c'est pas comme ça. Il y aura évidemment des gens de toute tendance, et y compris des gens de Reconquête qui participeront à cette nouvelle majorité présidentielle, parce que ce serait illogique et totalement aberrant. Mais il n'en demeure pas moins que là, nous sommes dans le combat présidentiel, et que c'est l'histoire, on va le répéter, entre un peuple et une femme et un homme, et qu'il faut obtenir une majorité de 51%. Et là, c'est au-delà des droites, et au-delà des clivages politiques, pour réunir plus de 50% des Français. Mais se pose déjà la capacité de rassembler, on a parlé de la question... Elle se fera, vous savez, il y a un effet mécanique dans un vote. Si vous gagnez l'élection présidentielle, évidemment, derrière, vous faites basculer des pans entiers de soutien qui, avant le premier tour, ne s'étaient même pas exprimés sur le sujet. J'entends l'argument. Cela dit, rassembler, c'est aussi être capable de rassembler ceux qui ne pensent pas du tout comme vous. Oui. Alors, il y a 2 discours dans cette campagne. D'un côté, il y a Emmanuel Macron, qui parle du Front républicain et qui veut faire une espèce de cordon sanitaire autour de ce qu'il appelle l'extrême droite, près de 45% du pays environ. Mais de votre côté, vous parlez des patriotes contre les mondialistes. Les patriotes, c'est vous, les mondialistes, on comprend, c'est Emmanuel Macron et ceux qui le soutiennent. Dois-je comprendre que de votre point de vue, ceux qui soutiennent Emmanuel Macron ne sont pas des patriotes? Ils ont une vision très, très libérale, précisément, de la nation. Ils considèrent que les frontières, c'est accessoire. Et effectivement, je pense que ceux qui défendent Monsieur Macron, aujourd'hui, manque de patriotisme. Plus de la moitié des Français, potentiellement, sont étrangers au patriotisme aujourd'hui. C'est pas plus de la moitié, on verra bien. Mais et puis après, il y a des votes qui ne veulent rien dire. Il y a des gens qui vont voter Macron, ils savaient toujours pas pourquoi. Et il faut pas regarder ça comme ça. Je regarde qu'il y a 28% qui ont voté Emmanuel Macron, qui, eux, effectivement, font peu cas
des sacrifices qui ont fondé la France. Vous reprenez la critique qui vous est faite. C'est-à-dire quand le camp macroniste et au-delà dit c'est l'extrême droite, vous dites mais est-ce que ça veut dire que vous insultez des millions d'électeurs? L'extrême droite, et à l'inverse, vous faites la même chose. C'est vraiment le terme le plus usité que je n'ai vu. Il y a une extrême droite en France, elle est résiduelle. Nous ne sommes pas l'extrême droite. Mais c'est qui l'extrême droite alors du coup en France? Je sais pas, il y a des groupuscules qui traînent, mais j'en sais rien moi. Il y a le Parti de la France, il y a des choses comme ça qui traînent, mais on n'y est pas du tout. Enfin, l'extrême droite, en sciences politiques, elle est analysée. C'est l'antiparlementarisme, c'est le refus de la démocratie, c'est tout ça. Nous ne sommes pas tout ça. Nous participons aux élections. Nous voulons même rendre plus de suffrages et de possibilités au peuple de s'exprimer. Donc il faut arrêter avec l'extrême droite. Mais alors vous êtes où dans l'échiquier politique? Vous êtes à gauche, à droite, au centre, à droite, un peu à droite quand même? On est souverainiste. Voilà. Et dans ce bloc souverainiste, il y a une grosse partie, évidemment, des gens de droite, mais vous avez aussi une petite partie qui viennent de la gauche. C'est un peu ce qui s'était dessiné dans les urnes au moment du référendum contre la Constitution européenne, où tout le monde s'est mêlé pour rejeter ce texte que malheureusement, M. Sarkozy et sa majorité de droite, avec l'Alliance de la gauche, ont remis par la voie parlementaire. Alors, j'ai relu hier soir votre livre « Impossible n'est pas français », où vous retracez votre parcours politique et vous parlez des questions importantes qui vous y ont conduit, notamment la question de l'identité française. Je me permets de vous citer un passage de votre livre qui me semble important. Vous vous désolez de la manière dont on parle de l'immigration aujourd'hui. On ne parlera donc pas des conditions de l'assimilation et des contraintes qui devraient s'imposer. On ne parlera donc pas du retour d'une partie de l'immigration et de son corollaire, le développement des relations nord-sud. On ne parlera donc pas des fondements de l'identité nationale que sont la culture, l'histoire et la religion. Fin de la citation de Louis Alliot. Est-ce que vous trouvez que ce type de discours est présent aujourd'hui dans le discours de Marine Le Pen dans le cadre de cette élection présidentielle? Il l'est par nature. Implicitement? Oui, il l'est, qu'on le veuille ou non. On a toujours défendu ça depuis 30 ans. C'est pas parce que vous répétez 100 000 fois une chose que c'est acquis. On l'a toujours défendu. C'est pour ça qu'au premier tour, quand j'entendais des discours sur la nouveauté d'Éric Zemmour, je souriais. Parce que ce que disait Éric Zemmour, on l'avait dit pendant 30 ans, notamment la défense... la question. Vous faites en fait une campagne d'entre-deux tours à gauche. Vous vous mélenchonisez pour parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Vous reculez sur le voile. Mais c'est pas une critique, c'est pas l'histoire de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que le réservoir de voix, il est chez les abstentionnistes aussi majeur. C'est majeur, les abstentionnistes. Il y a des gens qui ont cru que Macron avait gagné. Point. Enfin, la majorité des abstentionnistes, ils sont chez Mélenchon, hein. Non, attendant. Oui, enfin. Moi, je vous dis qu'il y a des gens qui pensaient que Macron avait gagné sans même se battre. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui se disent, mais c'est possible. Et ce débat est important pour ça. Il peut déclencher un vote anti-Macron de deuxième tour qui permettra, je pense, de gagner comme Mitterrand l'avait emporté contre Valéry Giscard d'Estaing en 81. Alors vous dites c'est une coalition souverainiste, mais je vous cite encore une fois, puisque je vous ai lu, vous écrivez dans votre livre... Ça n'engage que moi, mon livre, vous savez. Ah bah non, vous en avez entendu plus. Pour autant, je cite, pour autant et malgré ce que ses représentants en ont fait, je persiste et signe, oui, je suis plutôt un homme de droite. Fin de la citation. Mais c'est sûr. De quelle manière l'homme de droite que vous êtes se retrouve dans un projet qui, quoi qu'on en dise, pour l'instant, ne se fait pas sur les fondamentaux historiques de votre parti? Vous savez pourquoi je suis un homme de droite? Expliquez-moi. Alors que je viens d'une famille, on va dire, très, très mélangée et très mêlée. Parce que j'ai vécu toute ma jeunesse dans un département de gauche. Et qu'il n'y a pas pire que la gauche. Le sectarisme, le totalitarisme, faire le clientélisme. C'est à vous bien. Le Parti socialiste dans ce pays... Le totalitarisme. Oui. Vous êtes dans la nuance? Ah ben non, pas du tout. Quand vous avez des journaux d'opinion qui sont tenus d'une manière monopolistique par une même famille et que ce journal fait l'opinion d'un département, en l'occurrence l'Indépendant, la Dépêche du Midi et Jean-Michel Baillet, excusez-moi du peu, nous sommes à la limite du monopole de l'information et malheureusement dans les totalitarismes, il y a aussi le monopole de l'information. Vous parlez là des libertés, liberté de la presse et liberté plus largement constitutionnelle aussi. On vous reproche beaucoup, en tout cas de nombreux constitutionnalistes affirment que votre projet constitue une offensive sans précédent contre le bloc de constitutionnalité. Non mais vous me dites, c'est un détail pour vous, lui, Alliot? Oui, j'aime pas trop le jeu de mots, madame. Ah non, vraiment, je veux dire, c'est quelque chose que vous ne considérez pas comme important. Le constitutionnaliste, c'est Dominique Rousseau. Oui. Voilà, il a été un soutien du parti de gauche à l'époque. On sort toujours les constitutionnalistes de gauche. Est-ce qu'un jour, on pourra mettre à l'honneur des constitutionnalistes de droite? Moi, j'ai reçu une tribune du doyen Zorbib, par exemple. Surtout des constitutionnalistes compétents. Vous le connaissez, oui. Au doyen Zorbib, ancien recteur, etc., qui a fait un papier dans la revue Parlementaire et Politique où il remet les choses à leur place. La meilleure réponse à tous ces gens, c'est la conférence de presse du général de Gaulle sur la réforme de 62. Je l'ai mis hier sur mon Twitter.
l'affaire elle est claire. Ou alors, c'est que De Gaulle, au moment où il fait un coup d'État, et depuis, nous vivons à chaque élection présidentielle un coup d'État puisque c'est illégal. Voilà. La question est claire. Est-ce que le Conseil constitutionnel, on va pas en faire un débat majeur, mais est-ce que c'est quand même un débat important, c'est un organe technique, comme vous l'avez dit, ou est-ce qu'il a une importance quand même plus importante dans notre pays? Sur ce sujet précis, il a un pouvoir de contrôle, il n'a pas un pouvoir de censure. Et si j'en reviens à ce que disait le doyen Favoreux, qu'on ne peut pas suspecter d'accointance avec l'extrême droite, la qualité, en quelque sorte, du Conseil constitutionnel dans les institutions de la 5e, c'est qu'il n'a pas le dernier mot. C'est-à-dire qu'au-dessus du Conseil constitutionnel, heureusement d'ailleurs, il y a la souveraineté du peuple, tout simplement. Et l'article 3, de ce point de vue-là, il faut le mettre en lumière avec l'article 11 de la Constitution. La souveraineté du peuple appartient à ses représentants ou par la voie du référendum. Point à la ligne. Sonia Mabrouk vous a posé plutôt la question du Front républicain. Et vous disiez tout à la fois que ça fonctionne et que ça ne fonctionne pas. Vous avez vécu les deux Fronts républicains, 2002 et aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans dans le traitement réservé au Rassemblement national au deuxième tour? Des centaines de milliers de personnes dans les rues. Voilà, ça a changé. La presse, écrite notamment contre nous, c'était déjà le cas en 2017, on oublie les choses. Mais là, c'était des centaines de milliers de personnes dans les rues, c'était un front vraiment total. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, vous savez, là, ça aboie, mais la caravane passe. Les gens voient bien qu'il y a un système qui refuse, mais on voit bien que ça ne mord pas. Et on l'a vu dans beaucoup d'élections. Moi, je l'ai vu à Perpignan. Mais on le voit même dans les enquêtes d'opinion, là, aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on n'est plus du tout sur les mêmes chiffres. Et je suis persuadé qu'après le débat même, il y a une chance de l'emporter. Et moi, j'espère évidemment qu'elle va l'emporter. Donc, je suis plutôt, on voit bien que, c'est vous qui le dénoncez souvent sur vos antennes, on voit bien qu'il y a une déconnexion du système politique actuel sur les réalités de ce que vivent les gens. Et cette réalité, elle est vécue par des gens de droite, de gauche, mais qui vivent l'insécurité, qui vivent l'immigration massive, qui vivent tout ce que l'on peut voir de déréglementation sur le marché du travail, de l'économie, etc. Les gens ne sont pas idiots. Et on peut avoir été à gauche, évidemment, et voter Marine Le Pen, et heureusement. Les chiens aboient, mais pour que la caravane passe, il faut quand même une majorité. Jean-Luc Mélenchon a dit hier sur Marine Le Pen, ne votez pas pour elle. Oui, bon. Dites-nous pourquoi ce matin, un électeur insoumis va se tourner vers vous. Écoutez, le fameux référendum de 2005, voilà. Soit ils veulent maintenir ce système-là, et ils auront été complices de maintenir le système, soit ils n'en veulent plus. Et derrière, effectivement, on peut reconstruire un système de plus de justice sociale, d'une économie régulée, de plus de défense du véritable environnement, de mettre fin à l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui subie, etc., etc. Voilà, ils ont le choix. C'est ça qui est important dans cette élection. Ils ont le choix aussi pour les législatives de mettre Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Oui, c'est plausible. Oui, d'accord. Françaises, Français, vous avez le choix. C'est pour ça que cette élection, elle est importante. Vous avez des gens qui parlent, oui, laissez-les parler. C'est vous qui décidez. On a cette chance-là. Il y a d'autres pays, on leur demande pas leur avis. Nous, on peut encore voter. Alors allez voter pour Marine. Une pause et on retrouve Louis Alliot pour les rendez-vous de la présidentielle sur Europe 1. Dans un instant, à tout de suite. Avec notre invité, avec Mathieu Bock-Côté et Sonia Mabrouk, le maire Rassemblement National de Perpignan. Louis Alliot, vous avez parlé de réalité tout à l'heure. La réalité de la France, la réalité des gens, ceux qui ne peuvent pas boucler la fin de mois, le pouvoir d'achat. Il y a une réalité également qui est dans le domaine du financier et on comprend bien que l'actuel adversaire pour Marine Le Pen ne vous plaît pas, Emmanuel Macron, qui est très proche des marchés. La réalité, c'est que si Marine Le Pen vient à être élue dimanche soir, dès le lundi matin, il y a une réalité, vous pouvez demander à n'importe quel financier, n'importe quel patron de banque, toutes les valeurs françaises dans les bourses du monde vont dévisser à long terme. Ça va commencer par le Nikkei, ensuite par Wall Street. Qu'est-ce que vous allez faire pour remonter la pente? Parce que si jamais les valeurs françaises, la Société Générale, Peugeot, la Banque Populaire, BNP, etc., toutes les valeurs françaises vont dévisser. Qu'est-ce que vous allez faire le lendemain? Ça va creuser la dette. Et pour les Français, ça va être quoi? Ça va être des impôts en plus. Oui, enfin, tout ça, c'est pour faire peur aux gens, encore une fois. On dit ça va, vous n'êtes pas vous n'êtes pas devin, vous n'avez pas une boule de cristal, et les financiers jusqu'à présent ils sont beaucoup trompés quand même. Hein. Alors moi je vois bien les leçons qu'on nous fait à chaque élection sur le chiffrage et sur les perspectives, mais systématiquement je vois la catastrophe qui est celle de ceux qui gouvernent sur le plan financier. Donc je n'y crois pas, et je pense que le déplacement de Marine à Bruxelles, notamment, et la discussion avec les partenaires remettra évidemment sur le système international
nationale et notamment dans le système européen, j'allais dire une relative stabilité, parce qu'on n'est pas des aventuriers. On va pas arriver pour casser la baraque du jour au lendemain, etc. On a dit que tout se passerait par la négociation et qu'on dira ce que nous voulons. Et on avancera petit à petit sans casser un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, effectivement, sont des facteurs de stabilité. Voilà. Louis Alliot, nous avons évoqué différents sujets depuis le début de cet entretien. Il y a un sujet majeur qui s'est imposé depuis longtemps et notamment cette campagne d'entre-deux tours, c'est bien sûr l'écologie. Le dernier rapport du GIEC a été publié il y a peu. Je suppose que vous l'avez lu. Qu'en tirez-vous comme conclusion? Et que faut-il finalement changer même dans votre vision, peut-être dans votre programme, si ce n'est pas trop tard, pour s'adapter à cette réalité? Bon, d'abord, ne pas sortir des accords de Paris. C'est de nature à rassurer, évidemment, l'ensemble des acteurs. 2, il faut quand même étudier ces questions d'énergie, et notamment dans la recherche. L'hydrogène, le nucléaire, les microcentrales, et je crois qu'on est plutôt en accord avec ce que développe de son côté Monsieur Macron. Donc ça prouve, voilà, dans le mix énergétique, il y a tout le traitement des déchets notamment, qui est aussi qui produit de l'énergie. À Perpignan, on a une petite usine qui fait la chose. Et puis il y a discuté quand même, et c'est pour ça tout à l'heure vous m'avez fait sourire, pour les éoliennes, on va pas se balader le lendemain de l'élection, aller démonter les éoliennes avec nos clés à molette, parce qu'elles nous plaisent pas. Mais oui, c'est un facteur qu'on pourrait dire, d'atteinte à la beauté des paysages, qu'on le veuille ou non. Alors peut-être dans certains endroits, non. C'est aussi atteinte à la faune et à la flore, en tout cas les oiseaux, les chauves-souris, etc. Donc on peut quand même en discuter. Je ne pense pas qu'il faut y mettre des éoliennes partout. Je pense qu'il faut mieux étudier le photovoltaïque, parce que ça, pour le coup, c'est important. Nous-mêmes, là, vous avez du soleil, c'est quand même plus facile qu'ailleurs. Mais enfin, ça fonctionne. On a un grand marché, nous, à Saint-Charles, qui est pratiquement autonome en termes de consommation d'électricité. Bref, je veux dire, il faut faire le fameux mix énergétique. Bien. Et sortir de la dépendance. Mais une mesure ce matin, lui a lieu pour ceux qui nous écoutent, les plus jeunes, je dirais, mais évidemment tout le monde, on y est tous sensibles. Une mesure forte écologique qui dessine la société de demain dans le programme de Marine Le Pen. Sur ce plan-là, quelle serait-elle selon vous? Tout ce qui va dans le sens de l'économie d'énergie, tout ce qui va dans le sens de la végétalisation. Mais quoi, précisément? Je sais pas, en matière d'économie d'énergie, tout ce qui va vers l'isolation de tous les logements, des choses comme ça, voilà. Et rien que ça, c'est déjà beaucoup. Voilà. Tout ce qui va vers la végétalisation, tout ce qui va dans le sens de la recherche, l'hydrogène. Il y a des balbutiements, mais ils sont très importants. Voilà, et tout ce qui va vers le retraitement des déchets, qui est aussi un moteur de l'énergie, et puis ce que l'on appelle le mix énergétique. Et notamment, c'est là que le nucléaire, qu'on le veuille ou non. Mais bien sûr, France, et là vous êtes d'accord avec le président candidat. Mais si on vous a posé l'action, c'est que d'un côté, dans cette campagne entre deux tours, Emmanuel Macron va sur la planification écologique. Il reprend, même s'il a déjà cité le concept de Jean-Luc Mélenchon. Je m'excuse, mais je pense qu'il se fout du monde. Pourquoi? Parce qu'il avait un emblème de l'écologie en France comme ministre, d'accord? Personne n'en parle depuis une semaine. Nicolas Hulot, qui a claqué la porte du gouvernement parce que rien n'était écologique dans la politique de M. Macron, et tout d'un coup, parce qu'il va à la pêche aux voix, lui, de M. Mélenchon et de M. Jadot, il s'est trouvé tout d'un coup un avenir vert, et en voulant même mettre un Premier ministre qui va cumuler son poste de Premier ministre avec celui de ministre de l'Environnement. Moi, j'appelle ça se moquer du monde. Parce que dans le système de mondialisation de l'économie tel que le veut M. Macron, je ne pense pas que l'environnement soit sa première préoccupation. Le profit est beaucoup plus important que l'environnement. Est-ce que vous diriez que c'est votre première préoccupation ? La place de l'homme dans son environnement, oui, c'est important. Et moi, je peux vous dire, à ma place de maire, par exemple, on a planté 4500 arbres. Ça fera peut-être sourire, mais c'est pas rien. Végétalisation des écoles, parce qu'on a beaucoup de retard sur des choses simples, mais que les Français demandent finalement. Et donc, de ce point de vue-là, je suis assez, j'allais dire, optimiste sur la capacité que nous aurons demain de développer une meilleure protection de l'environnement. Mais diriez-vous, histoire de faire un peu de triangulation politique, que le Rassemblement national, premier parti écologiste de France, c'est ce qu'on comprend ? Je pense que tout le monde fait de l'écologie, voilà, et que le problème de la France, c'est qu'il y a un parti qui s'est arrogé le droit de parler de ce sujet et de le défendre, alors qu'il n'est pas plus écologiste que les autres. Évidemment, aujourd'hui, la planète souffre, et que tout ce qui est fait précisément pour réduire la pression humaine sur les activités humaines sur la nature est de nature, évidemment, à rassurer. Mais je pense que c'est partagé par tout le monde. Bien. On le voit bien avec nos enfants, et on le voit bien dans la société actuelle. Écologie, retraite, pouvoir
pouvoir d'achat international, vous vous démultipliez dans les médias, lui Alliot avec Jordan Bardella. On imagine que si Marine Le Pen est élue, vous en serez au gouvernement. Mais mis à part vous et une poignée d'autres, ils sont où les autres, carrément? Vous donnez beaucoup de vous-même, faut le reconnaître. Hein. Non, mais entre vous et Jordan Bardella. Madame Mabrouk, est-ce que vous connaissiez Monsieur Castaner avant? Est-ce que vous connaissiez Madame Borne? Au Parti Socialiste Oui, vous. Non, mais les Français les ont découverts le lendemain à la télévision. Donc des gens qui travaillent avec nous... qui sont vos Castaner et vos Borne de demain. Ils sortiront du bois au moment voulu. Voilà. Et puis il y a aussi tous les cadres du Rassemblement national, et pour beaucoup d'entre eux, sont des gens très compétents. Alors on sort Garot à la justice, mais vous avez les députés, Chenu et quelques autres. Enfin, je veux dire, on ne manquera pas de compétences quand on voit, je vais vous dire... le niveau d'un certain nombre de ministres des gouvernements qui sont passés en France depuis 20 ans, moi, je vais vous dire, je n'ai aucun complexe. Je pense qu'on peut largement endosser le costume de ministre pour faire ce qu'il y a à faire. Mais est-ce que vous redoutez néanmoins le refus de plusieurs parce que vous l'évoquiez, histoire de reparler de votre livre un instant, vous dites des tonnes de gens vous disent ils sont d'accord avec vous en privé, ils vous soutiennent, mais publiquement, ils se font plutôt absents. Est-ce que vous redoutez qu'au moment important, plusieurs personnes vont dire désolé, je ne vous suis pas, c'est une aventure, non merci? Non, parce que vous êtes quand même aux affaires. Là, c'est plus la même histoire. Vous gouvernez le pays. Et donc, il y a beaucoup de gens qui aimeraient gouverner avec nous. Mais il faut avoir des compétences pour ça. Non, mais qui ont des compétences, qui sont dans des administrations, qui sont dans des entreprises, mais qui aujourd'hui, parce que le système, vous le voyez bien, qui pilonnent en permanence, s'ils se rendent public leur soutien, se font tout simplement persécuter dans leur boulot. Il faut le dire. Et ça, c'est la France du 21e siècle. Et c'est pas normal. Voilà. Mais lui, Alliot, vous avez une drôle de conception du rassemblement. Quand on vous pose la question, par exemple, Éric Zemmour a appelé à une coalition, dit-il, des droites et des patriotes en vue des législatives. Il tend la main, vous lui dites non. On n'a pas dit non. Ça, c'est hier qu'il a sorti ça. Eh ben justement, vous dites oui, alors? On en discutera après les présidentielles. Ça sort maintenant un peu comme un cheveu sur la soupe. Il parle des législatives. Non, mais ça sort maintenant, mais bon, à 4 jours du deuxième tour, quand même, on va attendre un peu. Il y a une bataille à mener, là. Et cette bataille à mener, elle est sur la mobilisation de l'électorat. Pas de discuter ou du partage des places, etc. pour la suite. Parce que ça, en revanche, et je le dis à Éric Zemmour, les Français n'en veulent pas. Les Français n'en veulent plus. Si c'est pour jouer aux vieilles coalitions, comme anciennement le Parti radical de gauche, le PS, le PC, etc., stop. Mais vous avez 3 blocs dans le pays, lui Alliot. Il y a un bloc central, il y a un bloc de gauche appelé populaire, et il y aurait donc un bloc que, en tous les cas, Éric Zemmour, pour reprendre ce qu'il dit, parle d'une coalition des droites et des patriotes. Donc, mais quelle droite? Il va pas demain faire un bloc des droites avec Monsieur Bertrand, il va pas faire un bloc des droites avec Madame Pécresse. Donc il faut aller au-delà de cette notion d'union des droites. Moi, ça me paraît évident. Enfin, vous avez plein de gens qui ne veulent pas voir de cette droite. On les a eus au pouvoir. On a vu ce que ça donnait. Ils n'en veulent plus. Point. Vous parlez des vieilles coalitions dont les Français ne veulent plus. Oui. Mais on comprend qu'ils veulent une nouvelle coalition. Eh bien oui, mais qu'est-ce que c'est donc une nouvelle coalition? Mais avec quelle droite? Moi, je pose la question. C'est pas moi qui dis le mot droite, c'est vous. Quelle est cette nouvelle coalition? Non, elle citait le communiqué de presse de M. Et des patriotes, dit-il. Donc, quelle est cette coalition que vous souhaitez? Quand il donnera sa vision de ce qu'il veut, on pourra y répondre. Mais c'est trop vague, je le dis franchement, c'est trop vague. Pour moi, l'union des droites, c'est se mettre dans un corner et empêcher des millions de Français de venir nous rejoindre. Parce qu'il y a des gens qui se sont aujourd'hui plus ni à droite, plus ni à gauche, mais qui en revanche sont des patriotes et qui viendront dans une coalition. Donc vous, l'homme de droite, tel que vous l'avez dit dans votre livre, vous dites ce matin, je suis ni de droite et de gauche, ou ni de droite ni de gauche. Oui, parce que moi je suis un homme de droite, entre guillemets, par mon parcours personnel et par ma jeunesse, et d'avoir vécu au milieu de gens qui étaient des sectaires. La gauche, elle est sectaire. Et ça, les Français doivent s'en rendre compte. Il y a un problème démocratique en France avec la gauche. Qu'elle le veuille ou non, elle n'est pas capable d'assumer le résultat des urnes, d'abord. Elle n'est pas capable d'assumer le pouvoir partagé. Elle est dans une vision très, très marquée de la démocratie. Et moi, ça, je le regrette profondément. Parce qu'il y a des gens à l'époque de gauche qui défendaient la liberté, qui défendaient la laïcité, qui défendaient la démocratie, la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, la gauche que nous avons, et si je vous écoute souvent, c'est quand même une gauche qui veut tout interdire. Voilà. Eh bien non, justement, il faut pas faire confiance à cette gauche-là. Même si vous tendez la main à un homme de gauche, Arnaud Montebourg. De Montebourg à Zemmour. Non, mais... D'accord, mais parce que c'est le seul qui défend le patriotisme économique. C'est le seul qui défend le patriotisme économique et qui a dénoncé précisément les agissements de M. Macron
au ministère de l'économie quand il y était. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucune raison de ne pas lui proposer. Maintenant, il a déjà répondu, donc voilà. Merci monsieur Alliot, Louis Merci Alliot. Louis Alliot.